Bonjour Pascal, donc l'objectif de ce webinaire, c'est de présenter la méthodologie que tu as développée pour les stratégies éditoriales de marque. Et je voudrais, avant qu'on illustre cette présentation, te poser quelques questions. D'abord, ce qui compte pour toi, c'est que tu as une expérience à la fois dans les médias et dans les marques. Et c'est à partir de là que tu as pu développer ta méthode. Alors, bonjour Daniel. Oui, alors en fait, j'ai alterné pendant 15 ans des jobs en tant que soit directeur marketing dans des grandes marques internationales, soit généralement à la stratégie ou au marketing ou à la direction générale de groupes médias. Et donc, se poser à chaque fois dans mes jobs la question de, voilà, quelle est la stratégie de la marque, qu'elle soit un média ou une marque, et comment on se positionne par rapport au marché, à la concurrence, nos cibles, etc. Donc, j'ai vu les outils que développaient les marques, les outils que développaient les médias, et j'en ai développé certains qui permettaient aux médias notamment d'être beaucoup plus fins dans leur stratégie de positionnement et de singularité. Alors, je te dis juste deux choses là-dessus rapidement. Les médias, comme d'ailleurs les marques sur leur contenu, elles ont tendance à développer en offre ce qui correspond à la demande, c'est-à-dire elles écoutent, elles font des études, elles observent, elles font du benchmark, etc. Et elles ont tendance à reproduire des choses. Et à partir du moment où on veut développer une singularité de marque en médias, donc en contenu, on est obligé de développer des méthodologies pour identifier des choses qui n'existent pas encore, que ce soit sous la forme d'expression ou des thèmes dont on va parler. Donc, ces méthodes-là, dont on parlera après, se basent à la fois sur de quoi on parle et comment on en parle, si tu veux, pour parler simplement. Et c'est des choses qui se sont révélées hyper pertinentes pour développer des médias très puissants et différenciés. Et la même chose pour les marques, notamment depuis qu'elles sont devenues des marques en partie de contenu. Super. Alors, donc tu es co-auteur du livre Brand Content, qui était d'ailleurs le premier titre de ce livre, c'était Brand Content stratégique. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'un brand content est stratégique par rapport à un brand content opportuniste ou tactique? Et c'est un petit peu ce dont on parlait avant, c'est-à-dire qu'il y a énormément de marques ou de médias qui ont tendance à se conformer, c'est-à-dire à développer des contenus qui correspondent à une demande, mais qui n'est pas très différenciée, qui n'est pas singulière. Et notamment les marques produisent souvent du contenu d'une fonction très volontariste, avec un objectif économique notamment assez précis. Ou alors pour résoudre une problématique de cible ou de vente ou de perception d'un certain aspect de marque. Donc, on pourrait dire que ces contenus-là, qui ont une volonté, une motivation particulière, sont des contenus qu'on pourrait appeler tactiques, en fait, ou opportunistes. Alors, opportuniste, c'est plutôt, pour moi, quand il y a un artiste ou une opportunité de sponsoring, de choses comme ça, qui font que, ben voilà, c'est pas tout à fait forcément stratégie, mais l'opportunité est telle qu'on saute dessus, et donc on se retrouve après, finalement, à quelque chose qui a peut-être eu un impact sur le moment, mais qui peut être un peu dissonant par rapport au reste de la marque. Donc, pour moi, le technique n'est pas forcément opportuniste, c'est un peu deux choses différentes, mais on peut dire que les marques ont eu tendance, notamment au début, à développer, et elles continuent à le faire d'ailleurs, énormément de contenu correspondant à des motivations diverses, pour des cibles diverses et dans des contextes différents. Et le grand risque, effectivement, de ces multiplications de contenus un peu incohérentes quelque part, c'est justement le fait qu'elles remplissent leur fonction tactique dans une certaine mesure, mais elles ne remplissent pas une fonction plus grande, plus noble du contenu, qui est de créer une certaine cohérence et de pouvoir remplir deux choses, qui est ce que réalisent ce qu'on appelle les content brands, c'est-à-dire à la fois des objectifs économiques très importants, y compris des objectifs économiques stratégiques de la marque et de l'entreprise, et d'autre part, réaliser l'avènement et le développement d'une singularité dans le développement de sa marque, c'est-à-dire devenir une vraie marque culturelle, une marque qui attrait et qui a une façon de s'exprimer qui est immédiatement reconnaissable, voilà, et qui donc capitalise sur ses contenus dans le temps. Ok, super. Donc ça, c'est toutes ces réflexions, toutes ces expériences qui t'ont amené à développer une méthodologie d'accompagnement des marques pour piloter cette cohérence, pour s'inscrire dans la durée.
C'est bien ça? C'est cela. Alors, il y a deux cas de figure. Je caricature un peu, mais il y a deux cas de figure. Il y a l'entreprise qui a développé énormément de contenu sur les dernières années et qui se rend compte que voilà, tout cela n'est pas forcément très cohérent. Elle ne comprend pas très bien vers où elle doit aller maintenant qu'elle a commencé à avoir un budget de contenu assez substantiel et se dit, voilà, il serait temps quand même de savoir un peu où on va et de rationaliser un peu nos attributions budgétaires sur les contenus en comprenant mieux quels sont nos objectifs sur des typologies de contenus différents, pour quelles cibles et sous quelle forme et de quoi on parle. Donc là, on intervient où on fait d'abord un bilan de ce qu'elles ont fait et après, on met ça un peu de côté et on démarre comme si on était from scratch, en sachant que ce n'est pas le cas, mais pour remettre les choses à plat et se dire, voilà, quelle est la stratégie de contenu que devrait développer la marque pour réaliser de façon optimale ses objectifs d'entreprise et ses objectifs de marque. Voilà. Et alors là, on utilise cette méthodologie-là, on l'utilise un peu différemment, et je dirais que c'est plus simple quelque part quand une entreprise démarre un niveau supérieur de stratégie de contenu. Et là, donc, on met les choses à plat dès le départ, puisque on n'est pas obligé de tenir compte d'un passé particulier en termes de contenu, en tout cas. Ok, donc moi je propose qu'on bascule maintenant sur une présentation pour que tu puisses commenter un certain nombre de slides et d'exemples, puisqu'on va regarder pas mal d'exemples sur lesquels on va revenir en termes de stratégie. Donc voilà, nous avons basculé sur la présentation et cette méthodologie que tu as développée, elle comprend un certain nombre d'éléments que sont mission éditoriale, positionnement, piliers, ciment. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ces différents concepts? Oui, alors ce sont des concepts qui visent évidemment à clarifier ce dont on parle, comment on en parle et aussi à briefer évidemment les prestataires et les différentes personnes amenées à devoir participer ou dans la stratégie et dans la réalisation de ces contenus évidemment. Alors la première chose évidemment c'est la mission éditoriale. Alors évidemment tout média, toute plateforme de contenu a d'abord une mission éditoriale et il est là aussi très important d'avoir une ambition dans la définition de la mission éditoriale, sans quoi si la mission n'est déjà pas ambitieuse, on peut imaginer que l'application le sera encore moins. Alors, ce que je veux dire par mission éditoriale ambitieuse, c'est déjà que avoir quelque chose à proposer qui a un réel intérêt pour des spectateurs, des lecteurs, des récepteurs éventuellement interactifs d'ailleurs de nos contenus. Alors, quand on dit ambitieux, ça veut dire qu'il y a donc un intérêt au-delà d'écrire ce que l'on fait ou même si ça intéresse beaucoup les gens dans l'entreprise en général, moins forcément les autres. Et il y a une tendance en général, alors c'est moins vrai dans les médias, mais c'est très vrai dans les marques, à surcoter ou survaloriser l'intérêt de ce qu'ils font pour les publics extérieurs. Alors, il faut donc être assez modeste et humble dans cette définition de mission éditoriale pour pouvoir aller au-delà de notre zone de confort habituelle pour pouvoir aim high, comme disent les Anglais, sur notre objectif de tous ces contenus. Alors, c'est assez simple à faire, la mission éditoriale, quand la marque a réellement une vraie culture de marque. Et quand ce que j'entends par culture de marque, et je sais que tu as écrit un livre tout à fait intéressant là-dessus, Daniel, on ne parle pas de corporate culture dans le sens anglo-saxon, où on parle de principes de fonctionnement ou de gestion ou de management, etc., principalement, ou d'éthique. Là, on parle vraiment d'une culture qui soit capable d'être déclinée de façon perceptible par les 5 sens, si j'ose dire, dans différents points de contact, dans différents moments de rencontre entre des publics et une marque. Donc, ça ne peut pas être que des valeurs abstraites ou des choses comme cela. Donc, une mission éditoriale, c'est par exemple dire que on va inciter des personnes à faire du sport, par exemple, qui pourrait être une mission éditoriale pour Decathlon et notamment toutes les formes de sport dans leur cas, par exemple. Ça, c'est une vraie mission éditoriale ambitieuse parce que on voit bien que
il y a l'incitation, et puis il y a aussi une expertise, et puis il y a aussi des conseils, etc., puis des communautés. Donc cette mission éditoriale, elle est ambitieuse, elle a de la profondeur dans sa réalisation. On a 36 000 autres. On peut imaginer que ça pourrait être encourager les filles à prendre des professions scientifiques, par exemple. Ça peut être ce genre de choses qui sont des choses assez ambitieuses. Alors, il faut évidemment que la mission éditoriale soit réalisable. Donc, il faut, même si il faut qu'elle soit un peu au-delà de ce qu'on pourrait imaginer quand même pour avoir de l'ambition, justement, mais il faut quand même qu'elle soit réalisable. Et si on n'a pas les moyens de la réaliser, ça n'a aucun sens de la prétendre. Alors, ensuite, c'est important aussi de comprendre le périmètre éditorial. C'est-à-dire qu'il est beaucoup, si on a des moyens relativement limités ou une voix qui porte assez loin, mais pas trop loin, on ne pourra pas avoir un territoire éditorial large et aller en profondeur. C'est juste irréalisable. Donc, disons que moins une marque a de puissance, plus quelque part, elle a intérêt à aller en profondeur dans quelque chose et non pas en largeur. Ce que je veux dire par là, c'est que au lieu de parler du jardinage en général, on va parler, la marque pourra se concentrer sur apprendre et aimer à faire du jardinage sur les terrasses, par exemple. C'est déjà quelque chose de beaucoup plus réalisable, circonscrit, et donc sur lequel on peut briller et être une référence en termes de contenu éditorial. Alors, on va passer maintenant au positionnement éditorial. Donc, positionnement éditorial, pour moi, il est composé de deux choses, principalement, de quoi on va parler, et ça peut être plusieurs sujets, et comment on va en parler, et accessoirement, on va parler de sous-piliers qui sont des sous-thèmes que l'on va donc occuper, et aussi de formes d'expression qui nous sont plus naturelles ou plus intéressantes pour les publics ou qui n'ont pas encore été activées par des concurrents. Alors, j'ai parlé aussi des bénéfices des contenus parce que c'est moins vrai pour les médias, puisque je dirais que c'est assez simple pour les médias. Ils développent des contenus et ces contenus sont soit par abonnement, dans ce cas-là, c'est la satisfaction qui est la plus importante. Et s'ils ne sont pas par abonnement et donc liés à l'audience, c'est donc plutôt l'audience justement qui va être prioritaire. En ce qui concerne les marques, c'est un peu plus complexe que cela parce que les bénéfices sont multiples. Il y a toutes sortes de bénéfices que l'on peut générer à travers du contenu sur une marque. Et c'est d'ailleurs un exercice tout à fait fascinant que de démarrer parfois sur les bénéfices espérés de typologie de contenu, parce que ça va ouvrir justement, méthodologiquement, ça va ouvrir toutes sortes de besoins quelque part ou de potentialités de contenu qui vont après être extrêmement utiles quand on définira et qu'on choisira finalement les types de contenus sur lesquels on veut être et briller. Alors, justement, parce que, prenons l'exemple des bénéfices, c'est intéressant. Généralement, les gens vont dire, bah oui, on va, par exemple, vouloir développer des conversions à travers notre contenu. OK. D'autres vont dire, on veut développer l'attractivité de notre marque auprès d'une cible particulière. Donc, ça, c'est un peu des objectifs stratégiques généraux. Et là, on va aller beaucoup plus dans le détail. On va dire, voilà, on aimerait attirer une cible particulière à travers une typologie de contenu qui est à la fois pertinente pour nous et intéressante pour elle. Donc, on va commencer déjà à relier les bénéfices à des potentialités de contenu qui après seront plus ou moins, on le verra, pertinentes, réalisables, attractives, originales, etc. Alors, en ce qui concerne les piliers et sous-piliers, c'est un vocabulaire qui a été très développé. J'ai participé d'ailleurs grandement dans les médias parce que ça facilite beaucoup le travail de positionnement des médias puisque un pilier, ça peut être une typologie de fiction ou de la fiction même dans une chaîne généraliste. Un des piliers, ça va être la fiction, un autre, ça va être le news, un autre, ça va être le sport, etc. Et après, les sous-piliers, c'est assez facile à comprendre puisque si on est sur le sport en tant que chaîne, bah, on va activer certains sports et chacun de ces sports sera un sous-pilier. Donc là, c'est assez évident et c'est utile parce qu'on va devoir déterminer à la fois des approches éditoriales sur les sous-piliers tout en étant cohérent par rapport à une approche globale de l'ensemble du sport. Je parlais simplement, TF1 n'a pas la même façon d'approcher le sport que Canal+. Donc Canal+ a historiquement une approche beaucoup plus experte
et TF1 une approche beaucoup plus fan, c'est-à-dire qui prend parti pour l'équipe française quand elle joue par exemple au football, alors Canal+ va reconnaître plus des erreurs même des joueurs de sa propre équipe. Donc, il y a des approches éditoriales qui sont, disons, générales, et après, chaque sous-pilier, donc chaque sport, dans l'exemple que je donnais, va être traité de façon à ce qu'il permette une certaine originalité, justement, du média, tout en faisant très attention que cette originalité n'entrave pas l'attractivité de cette approche. Donc, il y a toujours un équilibre entre originalité et attractivité. Pour exagérer ce que je veux dire, si on fait des choses expérimentales, on a le risque, effectivement, alors on a l'avantage d'être très probablement très différent et singularisé. Par contre, on a la quasi-certitude d'évacuer 90% ou plus des publics potentiels. Donc, il faut manier la singularité et l'originalité toujours en ayant le levier de l'attractivité en tête. Toi qui as travaillé à la fois pour des marques et pour des médias, un média, ça a combien de piliers? Et une marque, ça a combien de piliers dans ce que tu as Voilà, alors moi j'aime bien généralement sur un média avoir au minimum entre 3 et 6 piliers avec généralement entre 2 et 5 sous-piliers par pilier, en sachant que tous les sous-piliers n'ont pas besoin d'être activés simultanément. C'est-à-dire, je prends là aussi un exemple, si une chaîne de télévision, par exemple, ou un magazine a une rubrique ou un bloc sur un genre, ils vont pas, les sous-genres ne vont pas forcément, les sous-genres qui sont des sous-piliers, donc ne vont pas forcément être activés en même temps, mais dans le temps. Mais c'est important de se dire que si on veut occuper le terrain et être une référence de ce genre, eh bien, il faudra dans le temps quand même activer les différents sous-genres appartenant à ce genre-là, ou même en développer un nouveau, ce qui effectivement là marquera la singularité de la marque média. Voilà ce que j'entendais par là. Donc les médias, Alors, piliers, et les oui. marques, combien de piliers à peu près? Alors les marques, ça dépend complètement parce que il y a des marques qui ont un intérêt à avoir un discours beaucoup plus limité et à être très approfondi sur ce discours limité. Dans ce cas, on va limiter effectivement le nombre de piliers et de sous-piliers. Alors, on va peut-être, dans ce cas-là, avoir un seul pilier à la limite et par contre beaucoup de sous-piliers, puisque la profondeur passe aussi par l'idée de couvrir des sous-piliers. Mais globalement, on peut dire que plus la marque est puissante, plus généralement elle aura différentes cibles, donc différents besoins déjà. Elle aura une gamme de produits ou de services plus large et donc elle aura besoin naturellement de plus de piliers et de sous-piliers. Et disons que plus la marque est axée sur une typologie de produits ou de services, elle aura tendance et intérêt probablement à être plus limitée dans ses piliers et sous-piliers. Et le ciment? Alors le ciment, c'est un peu différent de la culture de marque, donc sur laquelle tu as, je sais, beaucoup travaillé, moi pas mal. Souvent, les marques, elles n'ont pas de vraie culture. Elles disent qu'on a une culture de marque, mais en réalité, on se rend compte que c'est pas une vraie culture. C'est pas une culture qui est suffisamment intéressante pour pouvoir intéresser des publics au-delà de juste l'offre de la marque. Donc, dans ce cas, il faut revenir au basique, si je veux dire. Donc, voilà, revenir vraiment à la culture d'entreprise, à ce qu'elle fait, à ce qu'elle produit, et partir de là. Parce qu'il faudrait sinon inventer ad hoc une culture qu'elle n'a pas. Voilà. Donc, alors le ciment, c'est très important puisqu'il est, si j'ose dire, primordial. Il est antécédent au travail sur les piliers, sous-piliers, les approches. Alors le ciment, c'est d'abord les valeurs de l'entreprise, par exemple, c'est ses attributs, sa personnalité, etc. C'est sa façon de s'exprimer, si elle en a une, et son idéologie. Et c'est pas absurde parce que on entend souvent des entreprises qui nous disent ah mais on aimerait, notamment quand ils s'adressent aux jeunes, on aimerait être irrévérent, par exemple. Et là, très vite, on leur dit ben, irrévérent comme un MTV, irrévérent comme un Diesel, irrévérent. Et on voit bien que le niveau d'irrévérence est très très lié aux valeurs et
à l'éthique de l'entreprise. Donc, se baser sur le ciment d'entreprise et le clarifier d'ailleurs, ça permet de mieux comprendre quelles sont les frontières dans les formes expressives qui vont être en ligne finalement avec l'entreprise et qui ne vont pas être juste des jeux pour se rapprocher artificiellement d'une cible. Parce que c'est la tendance. Quand on s'adresse à une cible particulière, on étudie la cible, cette cible en particulier, et donc on va pouvoir, et le risque il est grand, par souci de conformité à la cible, être en disconformité en fait par rapport à la marque. Okay. Donc le ciment, c'est un garde-fou, c'est à la fois un guide et un garde-fou pour le travail de positionnement éditorial qui consiste, comme on l'avait dit, donc à la fois au choix des piliers et des sous-piliers et des approches éditoriales correspondantes. Donc, dans le schéma que nous avons ici, là, Voilà. on reprend, donc on voit bien là, 4 piliers qui ont été dessinés. Chaque Voilà. Donc, pilier est composé de sous-piliers, hein, c'est l'espèce de petits oui, c'est les carrés couleurs. Voilà. couleurs. Donc, prenez l'exemple gauche, par exemple. Alors, si c'était un média, disons que c'était le pilier sport d'un média, ben, on aurait, oui, parce qu'on voit aussi l'importance ou le poids des sous-piliers. Je ne vais pas parler de cela, ça c'est une chose de très important, et c'est important notamment dans l'attribution des budgets après, c'est l'importance justement de ces sous-piliers. Alors, prenons l'exemple d'une chaîne généraliste qui aura un pilier sport. On voit que le vert, par exemple, serait le football, par exemple, parce qu'on sait l'importance de ce sport pour toutes les cibles et pour les audiences. Mais ça pourrait être aussi, pour une chaîne qui n'aurait pas les moyens de payer ses droits mirobolants, ça pourrait être simplement de décider que ça va être l'athlétisme, par exemple, tout simplement, et qu'ils voudront notamment sur l'athlétisme féminin développer leur singularité de façon importante sur cette chaîne. Et les autres pourront être d'autres sports, par exemple. On voit, si c'est une marque, alors les marques, elles n'auront généralement pas autant de sous-piliers, mais on peut imaginer une marque qui s'intéresse à la cuisine, par exemple. Donc, on pourrait imaginer que un sous-pilier de la cuisine, ce serait par exemple le bon et pas cher, par exemple. La cuisine bonne et pas chère. Un autre pilier, ça pourrait être la gastronomie. Alors, on voit bien que la gastronomie serait par exemple un pilier vert, par exemple, moins puissant que celui bon et pas cher, parce que simplement, il y a beaucoup plus d'audience intéressée à bon et pas cher qu'à la gastronomie inaccessible, qui devient plutôt de l'ordre de la fantaisie ou du rêve pour beaucoup de spectateurs. Donc voilà, donc ça explique un peu cela. Ce qui est intéressant, vous voyez, on a mis en horizontal, enfin en vertical d'ailleurs, approche éditoriale du pilier. Alors, si on reprend tout ce schéma, en bas, donc à la base, comme fondement de l'édifice, il y a le ciment de marque et la culture de marque, mais aussi les objectifs business de l'entreprise à ne pas perdre de vue. Donc, c'est, je dirais, toute l'intelligence préalable au travail sur le positionnement éditorial de la marque. Ensuite, on a étudié les bénéfices. Qu'est-ce qu'on en attendait? Quels sont les bénéfices possibles que l'on pourrait avoir à travers nos contenus? Et on va choisir un certain nombre de bénéfices qui nous semblent atteignables, réalisables et souhaitables. Ensuite, avec tous ces éléments en tête, on va travailler sur quels sont les thèmes, les sujets de discours qui sont pertinents vu nos objectifs, vu la culture, vu notre historique de la marque et de l'entreprise. Et il y en a certains qui vont ressortir, je dirais, assez naturellement. On va aussi se poser la question de nos cibles, bien sûr, consommateurs notamment. Et à partir de là, il va y avoir d'autres thèmes qui sont en lien à la fois avec le centre d'intérêt de ces cibles et notre activité ou des éléments de notre culture de marque qui vont aussi ouvrir d'autres potentialités discursives, donc d'autres thèmes à traiter. Donc, on va faire un système de filtrage une fois qu'on aura ouvert, si je veux dire, le champ des possibles des thèmes dont on peut parler.
avant même encore de les regrouper sous forme de piliers, parce qu'on va surtout penser à des sous-piliers, on va les filtrer sur la base de 5 critères. Alors, parfois, ça peut être 6, hein, je dis 5, mais 5, ça fait bien. Donc, la pertinence, donc, est-ce que c'est légitime pour ma marque de parler de cela? Est-ce que j'en ai la capacité et est-ce que ça peut me générer des bénéfices importants par rapport à ceux établis au préalable? Attractivité. Est-ce que ce sujet-là est un sujet qui est attractif et notamment pour les cibles potentielles qui m'intéressent? Ensuite, utilité. On a bien vu, et tu le sais, Daniel, parce qu'on a fait des études là-dessus aussi, que contrairement à ce que les gens croient, souvent le contenu utile est préféré au contenu divertissant. Donc, la notion d'utilité, qui est devenue encore plus importante aujourd'hui, notamment avec le Covid, est essentielle. Et donc, le lien utilitaire entre la marque, ce qu'elle fait, et des contenus devient aujourd'hui absolument essentiel. Il y a même une dimension que Raphaël Lelouch aime bien expliquer, qui est la dimension perlocutoire du contenu. C'est-à-dire, c'est pas simplement que le contenu il vous informe et vous donne des informations utiles, c'est la capacité d'un contenu à être mis en œuvre par le public, à être mis en action. Absolument. Absolument. Je trouve ça très intéressant, effectivement, de sa notion de. Oui, c'est la notion d'utilité aussi, c'est-à-dire, voilà, je peux en faire quelque chose. Recyclable dans l'action. À une époque, le magazine Absolument, d'entreprise, sa signature, c'était recyclable dans l'action. Est-ce que ce contenu est recyclable dans l'action? absolument. Car il n'y a jamais plus de plus grande gratitude que lorsqu'on a appris quelque chose qui nous a permis de changer notre comportement ou d'activer de nouvelles expériences, etc. Donc, effectivement, ça s'intègre dans cette dimension-là. Et ensuite, très très important, parce qu'on ne va pas changer de positionnement éditorial tous les 10 du mois, l'idée de générativité. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un exercice créatif en particulier. C'est une fois qu'on a défini des thèmes potentiels, de comprendre qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont la capacité effectivement à nous intéresser, à être intéressants. Et déjà, s'ils nous intéressent, nous, en tant qu'éditeurs, c'est déjà pas mal. Ça veut dire quelque chose déjà. Et est-ce qu'il y a une profondeur dans le temps sur ce thème-là? Il y a des thèmes, on voit, ils sont très attractifs au départ comme cela, mais on voit très vite on tourne en rond et on n'aura plus rien à dire. Alors qu'il y en a d'autres où, au contraire, plus on deviendra alphabétisé nous-mêmes sur ce contenu, plus ça deviendra intéressant et plus on arrivera à quelque part fédérer des communautés et à les impliquer dans notre propre avancée éditoriale. Donc c'est ça la générativité, c'est quelque chose de très important parce qu'il faut se projeter un petit peu dans le temps. Et une façon habile de le faire, c'est d'identifier un peu d'ouvrir le thème en question et de voir tous les nuages de contenu possibles et d'expériences possibles qu'il ouvre. Et si on voit que très vite on tourne en rond, qu'il n'y a pas grand-chose, et ben voilà, c'est probablement pas un bon thème à choisir. Voilà. Donc ces critères-là sont des filtres intéressants et ils demandent un certain travail, un certain travail préalable déjà d'études et puis un travail en groupe par la suite pour que les gens soient aussi impliqués dans cette mission éditoriale, finalement, dans ce positionnement éditorial, et qu'ils soient excités par le projet, en fait. Alors, dans le livre, on cite le cas de Moulinex sur lequel on a eu l'occasion de travailler tous les deux. Et je voudrais peut-être reprendre deux, trois éléments de ce cas pour dire sur la mission éditoriale, hein, ce à quoi on était arrivé, c'était encourager et accompagner une alimentation faite maison, saine et savoureuse au quotidien. Donc là, on Oui, voit bien qu'il y a une dimension ambitieuse dans cette mission éditoriale. Sur le ciment de Moulinex, le ciment, on l'a tiré d'une analyse approfondie de beaucoup d'éléments du groupe SEB. Et notamment, on a vu qu'il y avait 5 familles de mots-clés pour désigner le ciment. Il y a une famille qui est plaisir, convivialité, générosité. Une autre qui est familiale, quotidien, optimisme. Après, il y a service astucieux, ingénieux. Après, on a simplicité, praticité, accessibilité. Et on a un cinquième qui est innovation, performance, efficacité. Avec tous ces mots, on a un peu le gisement de tout ce qui va donner la cohérence, ce qui va sortir des contenus de Moulinex.
Voilà. Alors évidemment, une marque comme Moulinex, de par le groupe auquel elle appartient, etc., donc a une complexité, effectivement. Et la tendance, généralement, c'est l'économie du signe barthienne. Hein, c'est moins de mots, mieux c'est, parce que plus ça oblige à, quelque part, à définir une orientation incontestable. Parce que évidemment, plus il y a de mots, plus on dit, voilà, si tu es sur des éléments rationnels, par exemple, et plus que sur le plaisir, d'un côté le plaisir et de côté la fiabilité, par exemple, bah oui, il y a quand même, c'est pas exactement la même chose. Donc, plus il y a de mots, plus il y en a qui vont s'appuyer sur certains pour défendre leur position. Donc, c'est toujours un risque. En général, moi j'aime bien un peu forcer ce travail de Simon, notamment sur les attributs, à les réduire. Pourquoi? Parce que justement, ça évite ça évite d'avoir finalement un même positionnement et de faire des choses très différentes. Ça oblige à s'accorder sur des choses très concrètes et ça facilite le travail après d'approche éditoriale et puis de forme expressive. Parce que si je dis que je suis sur le plaisir, je comprends bien que ma forme d'expression doit être axée sur ce plaisir, justement. Donc, sur des images qui donnent envie, sur un aspect visuel très important, qui soit alléchant, sur des couleurs. Je suis là-dedans, je suis dans le plaisir. Si j'ai plaisir et fiabilité en même temps, je suis un petit peu embêté parce que la fiabilité, ça me crée un univers expressif totalement différent. Voilà. Beaucoup moins riche, beaucoup moins stimulant, etc. Donc, faire très attention dans ce travail de Simon, de ne pas mélanger des attributs qui sont de l'ordre de la culture d'entreprise, par exemple. La fiabilité, c'est quelque chose qui est typiquement de l'ordre de la culture d'entreprise qui est transmise aux consommateurs comme, voilà, je suis une entreprise fiable et c'est une des raisons pour lesquelles vous m'achetez aussi et vous m'achetez à ce prix-là. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec disons, des formes expressives. Alors, si on transforme, et il y a tout un travail de traduction tout à fait important d'ailleurs, entre transformer des attributs qui sont liés à l'entreprise à maintenant un positionnement éditorial. Reprenons la fiabilité. La fiabilité en tant qu'entreprise, c'est dans le mode de production, peut-être de sourcing, les matériaux utilisés, les tests sur les produits, etc. etc. En termes de territoire éditorial, la fiabilité, ça va être, par exemple, vérifier à 200% que ce que l'on dit est vrai. Voilà, donc, mais on voit que c'est quelque chose qui est absolument essentiel dans la culture d'entreprise, pour ses produits, etc., et peut-être beaucoup moins pour le territoire éditorial. Donc, là aussi, il faut faire très attention. Il y a une translation partielle de ces attributs d'entreprise ou de marque au territoire éditorial, et il faut faire très attention que ceux que l'on choisit pour le positionnement éditorial soient réellement pertinents et applicables au territoire éditorial, et pas juste on les reprend parce qu'ils sont déjà ils ont déjà été acceptés par le board dans le positionnement de marque ou dans les attributs d'entreprise. Alors, Tu vois ce que ça, c'est un travail qui est délicat, qui doit être fait avec prudence et qui est important, qui est absolument essentiel. On l'avait vécu sur Moët et Chandon, je ne sais pas si tu te souviens. Donc, mais c'est vrai pour toutes les entreprises, il y a un travail énorme de clearance pour finalement les attributs finaux acceptés de la culture d'entreprise et pour les marques idem. Et donc, quand on prend une marque en route, si j'ose dire, et que l'on se pose la question de comment on transforme un positionnement de marque en positionnement éditorial de marque, il faut à la fois être respectueux, bien sûr, de tout ce qui a été fait sur le positionnement de marque, mais en même temps être exigeant sur, voilà, il faut quand même qu'à la fin, on ait des choses qui soient vraiment pertinentes et applicables sur des contenus. Alors, l'objectif de cette session, c'est de regarder des exemples. Et là, maintenant, on va un peu plus improviser, enfin, tu vas improviser des analyses à partir de stratégies de marque. Donc, la première, qui est également détaillée dans le livre, c'est celle de Havana Club. Peut-être qu'on peut d'abord l'illustrer, puis après on reviendra sur les composantes de la stratégie. Hein. Donc, ce qu'on voit quand on analyse en profondeur les contenus d'Ava Club, c'est qu'il y a en gros un pilier plutôt production savoir-faire,
qui inclut les acteurs de la production, les méthodes de production. Il y a un pilier qui est plus sur les usages et la consommation, avec en particulier tout ce qui est mixologie, mais pas que, avec bien évidemment le Morito, etc. Et puis un pilier sur la culture cubaine, avec, là on voit quand on est sur le site Havana Cultura, qu'il y a des sous-piliers qui sont naturels, qui sont musique, photo, cinéma, danse, etc., qui sont proposés et qui sont autant de sous-piliers. Donc, on a aussi l'histoire de la marque. Et donc, si je reviens, et là je vais te laisser la parole, si je reviens un peu à la description de la stratégie d'Havana Club, comment toi tu perçois cet ensemble et est-ce que tu peux... Alors, d'abord, pour moi, c'est très important de distinguer ce qui est de l'ordre du bread and butter, comme disent les Anglais, de marque, et ce qui permet de la sortir du lot et de lui donner sa singularité et donc sa force par rapport à ses publics potentiels et réels. Alors, on voit bien que en fait, toute marque, pratiquement dans le luxe, mais aussi dans les boissons, disons comme le whisky, le rhum, etc., elles vont toujours avoir un pilier sur le savoir-faire et généralement sur le savoir utiliser aussi, donc sur l'usage. Donc en soi, ces deux piliers ne sont pas du tout originaux, on est bien d'accord. Ils peuvent s'exprimer de façon originale, mais ils ne sont pas originaux en soi. Ce qui est intéressant dans le cas d'Havana Club, c'est que le pilier le plus singulier et intéressant, c'est celui de la cubanicité de la marque. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un territoire extrêmement riche, qui correspond à la culture d'un pays, c'est quand même énorme. C'est toutes sortes de formes d'expression, de cinéma, la danse, la fête, l'art sous toutes ses formes, la danse. Bon. Donc, on voit que déjà en forme d'expression, on a des formes d'expression extrêmement attractives qui vont venir de ce pilier-là, qui est la cubanicité, qui est en plus logique d'un point de vue vraiment tout à fait stratégique, puisque c'est, comme on le sait, il y a des partenariats donc importants. Ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que moi je dirais qu'il y a un grand pilier qui est la cubanicité en fait, et que les deux autres piliers, si on peut y réfléchir comme cela, il y a après deux très gros sous-piliers qui sont justement, alors trois gros sous-piliers, un qui est la culture cubaine, le deuxième qui est l'origine du produit, comment il est fabriqué, etc., sa fabrication, et puis le troisième qui est l'usage. Pourquoi? Parce que en réalité, ce qui donne l'intérêt au pilier usage et au pilier fabrication, c'est justement la cubanicité à nouveau. Donc, je trouve beaucoup plus intéressant de le dire, il y a trois piliers, ça semble un truc formel, mais ce n'est pas formel en fait. On peut dire il y a trois piliers, la fabrication, l'usage et la culture cubaine. Mais en réalité, je pense qu'il y a la cubanicité enfin, une sorte de glorification de la culture cubaine comme grand pilier, et les autres viennent s'insérer dedans. Et justement, c'est beaucoup plus intéressant de les voir comme cela, parce que ça leur donne justement une couleur qui les différencie de la concurrence. Donc là, on voit bien l'exemple en quoi la méthodologie est importante, puisque si je fais ce basculement et que je dis que là, voilà, fondamentalement, il y a la cubanicité épanouie comme grand pilier, et les autres viennent se nourrir de cela dans leur singularité, j'obtiens des contenus tout de suite beaucoup plus intéressants et beaucoup plus singuliers. Voilà. Donc, et qui donc remplissent le double objectif, qui est à la fois l'objectif de business, donc distinguer Havana Club, la rendre attractive, et en même temps lui donner une couleur tout à fait unique dans son univers concurrentiel. Sur l'approche éditoriale, ce qui est remarquable dans le cas d'Havana Club, c'est l'exigence dans la sélection des artistes. Hein. Ils ont une démarche de curation très très poussée, avec un responsable de la culture, avec le fait d'aller sélectionner les artistes quand ils sont jeunes, et en plus dans la durée, puisque ça fait plus de 15 ans qu'ils font ce travail. Et
peut-être un autre point que tu aimes bien souligner, c'est que le type d'artiste et le type d'univers artistique qu'il privilégie a souvent une dimension festive, sensuelle, libérée, colorée. Absolument. Alors ça, c'est intéressant parce que effectivement, il se trouve que s'ils avaient dû choisir un territoire, je pense que ça s'est fait aussi à cause de joint ventures, etc. Mais s'ils avaient dû choisir, c'est vrai que la culture cubaine ou brésilienne, par exemple, sont des cultures qui, directement, mythologiquement, sensuelles, libérées, colorées, festives, etc. Donc, il y a des attributs qui sont extrêmement puissants pour une marque qui, en plus, veut s'associer à la célébration et à la fête, comme peut l'être Havana Club, notamment pour les jeunes avec la mixologie rhum. Donc, je dirais que là, on a déjà un territoire extrêmement fertile. Alors après, il y a autre chose qui est intéressant, c'est que, comme on le sait, donc Cuba ne roule pas sur l'or, et donc il y a énormément de talents cubains qui ont du mal à émerger. Et donc, c'est d'autant plus gratifiant pour une marque de participer finalement à la promotion, à la mise en lumière de ces artistes, qui lui en sont gré, hein, d'ailleurs, et elle se constitue comme cela aussi un véritable capital dans le temps. Et on a pas mal réfléchi là-dessus, comme tu le sais, sur la valeur librairie du contenu. Eh bien, Havana Club se constitue une véritable librairie de contenu à travers finalement sa sélection d'artistes qui sont autant de capitalisation dans le temps qu'elle peut activer selon ses besoins, parce qu'elle a pu développer justement des rapports de gratitude, de dons et de contre-dons, donc avec aussi ses artistes. Et elle bénéficie à travers ses artistes aussi d'un rayonnement, disons, qui semble désintéressé et donc qui est de plus grande valeur dans son travail de marque. C'est vrai que dans les pop-up stores de Havana Club, il y a eu, notamment à celui qui était à côté de la gare de l'Est au Café A, des artistes en résidence qui ont fait des fresques, donc à l'intérieur du pop-up. La fabrication de matériel, un peu, décoratif, avec l'aide des artistes et évidemment des musiciens qui sont venus jouer, dans ces lieux pendant des événements. Donc c'est des illustrations de potentiel d'activation de la bibliothèque, du portefeuille d'artistes. Oui, alors, et c'est un gros avantage par rapport à plein de marques, et je pense notamment aux marques de bière, qui ont tendance qui sont très très actives dans le sponsoring musical notamment, mais qui ont l'inconvénient souvent d'être sur des genres musicaux dans le meilleur des cas, mais c'est très vaste un genre musical. Alors que là, on a quand même quelque chose d'assez spécifique, donc c'est la culture cubaine, donc la musique cubaine, si on parle de musique, et sous ces différents versants, celles qui sont plus techno et celles qui sont plus, disons, un groupe semi-jazz cubain. Et ce qui est bien, c'est que voilà, autant une marque de bière qui pourtant dépense beaucoup plus que dans le sponsoring musical aura du mal à s'approprier quoi que ce soit, autant Havana Club réussit réellement à s'approprier toute une série d'artistes, en fait, parce que justement, son territoire est beaucoup plus spécifique que d'autres marques sur la musique. Et c'est vrai aussi pour toutes les autres formes d'expression artistique liées à la marque. Super. Alors, ce que je te propose maintenant, Pascal, c'est qu'on bascule sur d'autres exemples, et notamment, on va commencer par Uniqlo. Ce serait intéressant d'illustrer, sur l'exemple d'Havana Club, par rapport à notre schéma là. Ouais, vas-y. Donc, comme je te disais, donc voilà, pour moi, c'était pas forcément. Donc, si on prend les piliers, c'était pas forcément usage, fabrication, culture cubaine, mais plutôt un super pilier, donc culture cubaine, et après dans lequel venaient s'insérer les autres. En termes d'approche éditoriale, on a vu, il y a quelque chose d'immédiat quand on se dit appartenir et vouloir développer la culture cubaine, c'est ces attributs dont on a parlé, festivité, gaieté, sensualité, couleur, etc. Donc, évidemment, l'approche éditoriale de ces contenus va être sur ce terrain-là, et il le décline d'ailleurs de façon assez remarquable, mais je dirais ils surfent sur quelque chose d'extrêmement puissant et extrêmement efficace,
pour leur public. Alors, si on regarde la sélection des piliers, alors prenons le grand pilier principal, la pertinence. Ben oui, évidemment, le rhum, il est principalement cubain et donc ils produisent de là-bas et en plus, ils se mettent garant de cette culture-là. Donc, la pertinence est totale. Les bénéfices, eh ben, ils sont importants puisque ça donne un territoire limité mais riche, légitime pour une marque de rhum, effectivement, et ils ont effectivement la capacité de le décliner suffisamment pour être référent de cette culture. Originalité, oui, c'est original parce qu'aucune autre marque ne s'était vraiment, ne s'est vraiment mise sur ce territoire-là. L'attractivité, ben oui, indéniable. L'utilité, oui, parce que ça donne une plus-value culturelle à leurs produits, c'est-à-dire qu'on consomme un Vanaclum, on consomme aussi la culture cubaine, et notamment en termes de perception de qualité et d'authenticité sur leurs produits, il y a une très forte utilité. L'utilité des contenus, ben oui, c'est apprendre plus sur la culture cubaine, donc il y a un bénéfice, disons, d'apprentissage et de jouissance de cette culture-là. Et enfin, la générativité, bah, on voit bien, il y a chaque jour des nouveaux artistes qui naissent à Cuba, et donc le territoire est quasiment illimité, puisque c'est une marque qui finalement est petite par rapport, qui s'approprie un pays entier au niveau culturel. Donc la générativité est immense. Voilà. Ok, super. Donc, on va basculer sur d'autres exemples. Et donc, nous sommes sur la marque Uniqlo et voici un aperçu des contenus que cette marque a développés depuis 1984, ouverture de son premier point de vente, enfin, la marque ayant été créée en 1954. En fait, les thématiques abordées dans l'écosystème éditorial d'Uniqlo sont à la fois la mode, le sport, le Japon, évidemment, l'art et l'innovation. Et avec une philosophie qui est affichée en long et en large dans les magasins autour du lifewear, hein, des vêtements qui doivent être à la fois confortables, pratiques, adaptés aux besoins. Et ce qui est frappant, et on va commencer par ce premier point, c'est la technologie. Technologie appliquée aux vêtements avec des tas de marques qui symbolisent cette approche technique, le e-tech en particulier, qui est la légèreté et la faible épaisseur qui permet d'avoir néanmoins du confort et de la chaleur. L'aérisme, sur cette idée de fibre qui donne une sensation de fraîcheur. Dry stretch, la maille 3D qui a fait l'objet d'une exposition au Jeu de Paume. Voilà, donc ça c'est un pilier important. L'événementialisation, c'est un pilier qui est plus local, puisque chaque fois que Uniqlo développe des actions dans des magasins, elle le fait avec des artistes souvent japonais et à l'intérieur des magasins. Donc c'est un moyen, c'est un pilier qui est plutôt activé localement. Alors après, la culture du Japon, hein, le Japon est omniprésent chez Uniqlo, ça va des motifs de t-shirts en passant par les différentes thématiques d'expo. La référence japonaise est omniprésente chez Uniqlo. L'art avec en particulier la danse. Et là, c'est intéressant de noter qu'il y a eu des partenariats avec des salles de spectacle autour de costumes fabriqués par Uniqlo. Donc cette exposition sur la maille qui a eu lieu au Jeu de Paume en 2018, qui était illustrée notamment par cette espèce d'installation célébrant les matières et la maille d'Uniqlo, avec une machine qui fabriquait de la maille en direct. Voilà, carte blanche avec les artistes. Le sport, on connaît bien évidemment le partenariat avec Roger Federer. Voilà, donc là on vient de passer en revue les éléments clés d'Uniqlo. Pascal, si tu as des remarques à faire sur ces piliers, à toi la Oui, parole. bah, écoute, tu as dit beaucoup de choses. Moi, ce qui m'intéresse dans le cas d'Uniqlo, c'est
c'est la problématique déjà des marques japonaises, c'est-à-dire que les marques japonaises ont souvent du mal à avoir une culture qui dépasse leurs produits, et ce pour des raisons liées à leur propre culture, qui est qu'effectivement le produit est roi, si j'ose dire, et il doit être fabriqué avec passion, attention aux détails, grande qualité, et il en va de l'honneur des personnes travaillant dans l'entreprise. Donc, c'est quelque chose d'absolument essentiel dans leur culture, et ça n'est pas passé inaperçu, puisque nous-mêmes, en Occident, on associe le Japon avec ce souci du détail, de la perfection, de la qualité, et notamment de qualité technologique. Alors, ce qui est très intéressant chez Uniqlo, c'est qu'ils ont réussi à associer quelque chose qui est déjà préexistant dans l'esprit des consommateurs, notamment occidentaux, qui est que le Japon est un pays de technologie fiable et extrêmement pragmatique, et d'autre part, la mode. Alors, la mode, c'est l'empire du provisoire, normalement, sauf la mode de grand luxe qui met l'accent effectivement sur la qualité des matériaux, de la finition, de la fabrication, etc. Alors, Uniqlo, qui est une marque plutôt, oui, disons, entrée de gamme, et a réussi et se différencie par là, justement, de marques comme H&M et autres, par le fait que, voilà, nous sommes des gens sérieux, nous faisons des produits de grande qualité et de grande qualité technologique, et en cela, ils sont intéressants dans les problématiques culturelles aujourd'hui, générales, qui sont celui de la consommation et de l'écologie. Puisque au Japon, quand on achète un nouvel habit, on est obligé de se débarrasser d'un ancien habit à cause de la faible taille des appartements. C'est quelque chose qui a un nom au Japon, mais en fait, en gros, quand on achète quelque chose de nouveau, il faut qu'il soit suffisamment bien pour justifier de séparer de quelque chose qu'on avait avant. Donc c'est important, et ça justifie le soin apporté à la qualité des habits aussi au Japon. Il faut savoir que la qualité des habits au Japon est très très élevée par rapport aux autres pays, et c'est entre autres à cause de cette problématique d'espace, au-delà de la culture de la qualité de fabrication. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est l'immense cohérence de cette marque, qui sait s'appuyer sur des superstructures qui leur préexistent, qui est la fiabilité des éléments japonais, la bonne fabrication des éléments japonais, associée avec un discours finalement qui résonne bien dans le discours écologique aujourd'hui, qui est de dire, voilà, si un produit dure longtemps, vous n'avez pas besoin de le jeter tous les 6 mois ou tous les ans, et donc, quelque part, on devient une marque écologique. Alors, ils n'ont pas trop poussé là-dessus, mais je pense qu'ils vont le faire assez rapidement, parce que c'est quelque chose qui est un terreau dans lequel ils sont complètement légitimes et qui apporte une grande attractivité supplémentaire à la marque. Autre chose dans la cohérence sportive, par exemple, le fait de prendre un Federer, qui est justement le joueur de tennis fiable par excellence. Alors, il y a Djokovic aujourd'hui qui est un peu une machine, mais Federer, il a à la fois le côté plaisant, respectueux, désirant l'harmonie, propre à la culture japonaise, et la fiabilité du joueur de tennis, extrêmement précis, avec un très beau style, donc l'élégance aussi. Donc voilà, donc c'est parfait pour cette marque. C'est-à-dire qu'il y a des marques qui ont pris Federer parce que c'est un champion. Il se trouve que je trouve que le fit avec Uniqlo est intéressant parce qu'il symbolise finalement tous les éléments que Uniqlo veut mettre en avant, et donc en tant que tel, il y a un accroissement des attributs de la marque à travers ce sponsoring, et non pas juste un phénomène d'augmentation de la notoriété. Ok, super. Je propose qu'on aborde une prochaine marque. Donc, on va évoquer le cas Louis Vuitton en insistant sur deux piliers, hein, Pascal. C'est d'abord le pilier voyage et ensuite le pilier art. Donc, le pilier voyage, ce qui est frappant, c'est la diversité et la richesse de tout ce qui a été produit autour du voyage, que ce soit des courts-métrages, des films, évidemment des travel books,
Et en plus, ça, depuis plus de 15 ans, des livres de photographie sur différentes villes du monde, des livres de photographie de voyage, des carnets de voyage, mais ça a été également transposé dans des guides sur appli et puis intégré dans les montres. Il y a eu les expositions sur le voyage, avec la fameuse exposition du Grand Palais en 2016, 2015-2016, on a pu voir comment, pour les différents types de moyens de transport, c'est-à-dire le train, le bateau, l'avion et la voiture, des malles spéciales avaient été créés, des bagages spéciaux avaient été développés. Et puis deuxième grand pilier, l'art, avec bien évidemment la fondation Louis Vuitton, donc à côté du jardin d'acclimatation, avec le bâtiment de Franck Gehry. Toutes ces expositions extraordinaires qui sont diffusées. Et puis les boutiques et les flagships qui sont souvent des gestes architecturaux exceptionnels, avec à l'intérieur des flagships des expositions d'artistes. Et puis l'espace culturel qui a préfiguré la fondation, hein, en étant au 7e étage du magasin des Champs-Élysées, avec un certain nombre d'œuvres d'art, des courts-métrages, etc. Et puis après, il y a la mode, les défilés, les collaborations, les rétrospectives. Est-ce que sur ces points-là, tu veux commenter Écoute, moi, ce qui m'intéresse dans le cas de Vuitton, au-delà de l'extraordinaire qualité d'exécution de tout ce qu'ils font d'ailleurs, c'est comment ils ont réussi à occuper un territoire parce qu'en réalité, c'est un sous-pilier. Parce qu'on parle du voyage, mais en réalité, ce n'est pas le voyage. Ils ont un sous-pilier qu'ils activent, qui est ce qu'on pourrait appeler le voyage in style et le voyage individualisé. C'est-à-dire que ils sont à l'opposé du voyage de masse. C'est-à-dire que ce qui les intéresse, c'est des personnalités. L'idée, c'est que si tu es un consommateur Louis Vuitton, tu es individué, tu n'es pas dans la masse, tu as des exigences spécifiques, tu as des passions spécifiques. Et je trouve qu'ils ont décliné ça merveilleusement quand ils ont travaillé sur le glissement sémantique de voyage à journey en anglais, où ils ont commencé à interviewer, etc., des personnalités de Gorbatchev en passant par Keith Richards, etc., qui étaient, voilà, la vie est un voyage et il y a des personnalités qui vivent ce voyage de façon exceptionnelle. Donc, de la même façon qu'ils avaient une vision exceptionnelle pour le voyage, mais la vie était un voyage exceptionnel. Et là, c'était tout à fait intéressant parce que ça leur permettait d'ouvrir un nouveau champ sur ce territoire du voyage en style qui les relie effectivement à leur tradition des malles personnalisées notamment, sur lesquelles effectivement, comme tu l'as noté, il y a matière passionnante, puisque ces malles reflètent en fait les passions de leurs propriétaires. Alors, moi je dirais puisque le sujet c'est quand même le positionnement éditorial des marques, que fondamentalement, il y en a un grand qui est ce grand concept de voyage et de journey, et que l'art, qui d'ailleurs est venu un peu après, et de plus en plus lié aussi aux activités de chez Arnaud, mais l'art, ce qui est fabuleux, c'est comment il est intégré dans le premier pilier, c'est-à-dire que notamment dans les collaborations artistiques que fait Louis Vuitton, ce sont des collaborations totalement holistiques dans le système. Ça englobe la vitrine, des productions éditoriales extérieures, voire des films, des choses comme cela. Ça englobe du travail sur le monogramme, sur les produits, sur les visual merchandising, donc dans les magasins, dans les vitrines, à l'extérieur, et puis aussi voir dans les expos Louis Vuitton ou dans l'espace Louis Vuitton. Donc, ce sont des collaborations extrêmement profondes avec ces artistes, souvent asiatiques d'ailleurs, c'est pas anodin non plus hein, quand on voit l'origine des acheteurs de la marque, et qui donc font de cette marque une marque à la fois très française, mais qui a réussi à vraiment se globaliser, notamment sur l'Asie, à travers justement ces collaborations artistiques. Donc,
En termes de piliers, moi je dirais qu'il y a un grand pilier et il y a un deuxième pilier assez grand qui est celui de l'art qui vient quelque part s'imbriquer dans le premier. Voilà. Je dirais qu'après le travail artistique pur en dehors du système Louis Vuitton, il a plus à voir avec la passion artistique et l'investissement artistique de M. Arnault qu'avec la marque vraiment. Ok, super. Et donc, Pascal, pour conclure notre séminaire, tu voulais dire quelques mots sur Patagonia. Oui, alors je trouve le cas Patagonia tout à fait intéressant parce que c'est une marque qui est vraiment anticipée en fait tous les mouvements qui sont venus par la suite. C'est une marque qui est extrêmement courageuse, donc qui depuis le début, alors qu'on demandait aux marques à l'époque de ne pas prendre position, qui a pris une position très ferme sur l'écologie notamment, le recyclage, mais aussi l'écologie dans son ensemble, notamment un travail très important sur les barrages aux États-Unis, et qui a eu le bénéfice de ne pas faire du greenwashing, mais de réellement walk the talk, comme disent les Américains, c'est-à-dire être dans l'action de ce qu'elle disait. Et ce qui est tout à fait intéressant dans le cas de Patagonia, ça a été à la fois les collaborations avec des ONG, avec des communautés entières, et comment ce travail-là a influencé dans le temps la production des produits et le lien avec les consommateurs. C'est-à-dire qu'on a l'exemple là vraiment d'une mission éditoriale, et une mission d'entreprise d'ailleurs, mais qui s'est aussi transmise par une mission éditoriale qui fédère des communautés et les fait adhérer de façon très puissante avec cette marque. On a vu beaucoup de marques qui ont eu des périodes où elles se sont, disons, devenues des marques sociales et après elles sont revenues dans le rang, si j'ose dire, parce que le coût de consommateur était trop élevé. Ce qui est intéressant dans le cas de Patagonia, c'est qu'elles ont tenu le cap. Elle a tenu le cap tout au long des années et elle est aujourd'hui emblématiquement la marque qui sait parler dans les besoins actuels et je pense notamment à l'accélération post-Covid. Donc, ce qui est intéressant dans le cas de Patagonia, c'est comment une mission ambitieuse, bien déclinée de façon cohérente dans le temps, permet à une marque de se différencier totalement des autres et de créer une vraie valeur ajoutée marque et donc des marges intéressantes sur ses produits à travers une immense cohérence à la fois dans la forme et dans le fond de tout son univers éditorial et d'action de l'entreprise. Donc c'est à la fois un exemple d'intégration holistique, c'est-à-dire que la conception du produit, les points de vente, le personnel, la relation avec les consommateurs et toutes les actions de marque entreprise par Patagonia sont cohérentes. Et quel que soit le point de contact, on est dans une cohérence avec cette marque. Et ça paraît évident, mais il y a très peu de marques qui en réalité sont capables de faire cela, et notamment sur les marques qui s'impliquent socialement. Bon, ben, merci Pascal pour cette intervention. Donc, je rappelle que toute la méthodologie que tu viens de décrire, elle est détaillée dans le livre Brand Content qui est sorti en juin dernier. Et puis j'espère qu'on aura d'autres occasions d'intervenir pour aider les marques à développer leur stratégie éditoriale. À très Merci bientôt. beaucoup, Daniel. À bientôt, À très Pascal. bientôt. Merci.